Le Hamas a annoncé qu'il pouvait reconnaître l'État d'Israël dans les frontières de 1967. Il y a eu dans le passé quelques déclarations de représentants du Hamas allant en ce sens, mais elles n'étaient pas certifiées par l'organisation, elles n'étaient pas dans un document écrit. Le Hamas, là, va changer sa charte et c'est un tournant à peu près aussi important que lorsque Yasser Arafat et l'OLP avaient, en 1988 à Paris, déclaré que la charte de l'OLP était caduque et que l'OLP était prêt à reconnaître l'État d'Israël. Donc on pourrait dire, bonne nouvelle finalement, le Hamas rejoint l'OLP, les deux sont d'accord pour finalement la solution dite des deux États, avec la création d'un État palestinien dans les frontières de 67 et la reconnaissance de l'État d'Israël vivant en paix et en sécurité à côté, avec le partage de Jérusalem, capitale des deux États qui seraient créés, et un éventuel accord sur les réfugiés, un accord politique, et non pas le retour des réfugiés palestiniens sur le territoire israélien. Comment interpréter ce mouvement vraiment très important du Hamas par rapport à ses positions antérieures? C'est certainement le souci de sortir d'un isolement qui n'est pas total, parce que la Russie, la Chine et des pays émergents comme le Brésil, l'Afrique du Sud ont des contacts avec le Hamas. Il n'y a que les pays occidentaux avec Israël qui le considèrent comme une organisation terroriste et n'ont pas de contact avec eux. Mais pour le Hamas, cette reconnaissance indirecte d'Israël est un moyen peut-être d'ouvrir un dialogue avec les États occidentaux et de sortir d'un isolement qui n'est pas total mais qui est relatif. Il y a aussi un aspect de compétition inter-palestinienne, parce que le Hamas se met finalement sur le même plan que l'autorité palestinienne, avec Mahmoud Abbas, dont la légitimité est de plus en plus contestée. Il a été élu pour 5 ans en 2006, il n'a pas eu de renouvellement d'un mandat populaire depuis, et finalement il est contesté parce que la voie qu'il a appelé à suivre n'a pas été suivie des faits, qu'il n'a pas été en mesure d'améliorer la vie quotidienne des Palestiniens, ni même de donner la moindre perspective politique à son peuple. Le Hamas également, en prenant ses distances avec les frères musulmans, peut peut-être espérer que l'Égypte mette fin ou allège le blocus, parce qu'il faut rappeler que lorsqu'on parle d'un blocus israélien sur la bande de Gaza, ce n'est pas un blocus qui est purement israélien, c'est un blocus qui est fait et par l'Égypte et par Israël, et si l'Égypte levait le blocus, eh bien celui-ci tout simplement prendrait fin. Et donc peut-être que le Hamas espère entamer un dialogue avec le général Sissi et arriver à une normalisation avec le général Sissi. Comment va réagir la communauté internationale ? Est-ce que les Occidentaux vont saisir la balle au bond? Et surtout, est-ce qu'Israël va changer de position et va accepter d'entrer directement en contact avec le Hamas? Dans le passé, il y a eu des contacts indirects et secrets entre l'État israélien et le Hamas, pour la libération de Gilad Shalit par exemple. Là, on peut craindre que le gouvernement israélien refuse de rentrer en négociation et dise que ce changement d'attitude du Hamas n'est qu'une ruse, un moyen finalement de duper et de masquer des intentions guerrières par un discours plus pacifique. En fait, Netanyahou est un peu bloqué par son actuelle majorité et très certainement, alors que lui-même doit avoir assez peu envie de parler avec le Hamas, le parti des colons et l'extrême droite israélienne, importante dans la coalition, a encore moins envie de le faire. Mais est-ce que les pays occidentaux pourraient se saisir de cet changement pour dire, eh bien, finalement, puisque le Hamas renonce à la destruction de l'État d'Israël, est prêt à le reconnaître dans les frontières de 67, c'est le moment ou jamais de négocier avant que des plus radicaux viennent. Finalement, en 2002 déjà, les États arabes avaient proposé, c'était le plan Abdallah, la reconnaissance d'Israël en échange de la reconnaissance de la Palestine. Israël n'avait pas répondu à cette demande, disant qu'elle n'était pas suffisamment complète, mais il n'y avait pas eu de négociation directe. Et là, on peut craindre que, de nouveau, ce changement, pourtant important, ne soit pas suivi des faits. Et on peut craindre que, malheureusement, les États occidentaux ne fassent pas pression sur le gouvernement israélien pour tenter au moins de débloquer la case des négociations. Il y a pourtant un espace à prendre, parce qu'on voit bien que le gouvernement israélien n'a pas les mêmes exigences avec tous ses partenaires. Il n'exige pas de la Chine, du Brésil, de l'Afrique du Sud, de la Russie, de n'avoir aucun contact avec le Hamas. Il l'exige des pays européens. Et donc les pays européens pourraient très bien dire qu'ils vont faire comme d'autres pays, avoir des bonnes relations avec Israël, mais en même temps avoir une diplomatie telle qu'ils l'entendent, et qu'à partir du moment où le Hamas reconnaît Israël, eh bien il n'y a pas de raison de n'avoir aucun contact avec lui.
On se rappelle que récemment, le ministre allemand des Affaires étrangères a vu un rendez-vous avec Benjamin Netanyahou être annulé parce qu'il avait eu l'audace d'aller voir des organisations pacifistes israéliennes. Ce qui est quand même assez important comme réaction et assez démesuré, parce qu'on pourrait au contraire penser que ces organisations pacifistes israéliennes montrent que tout le monde n'est pas pour la poursuite de la guerre en Israël, que certains sont pour la paix, et ce serait une bonne façon de montrer la diversité de l'opinion israélienne, même s'il faut reconnaître objectivement qu'il y a eu un glissement à droite depuis quelques années. Et donc, il faudra voir si les États européens décident finalement de plus se faire respecter et de prendre leurs décisions eux-mêmes et non pas de se laisser dicter leur conduite par le gouvernement israélien de peur de subir des accusations de sa part. Et puis, il y a toujours l'inconnu Trump. Trump a commencé son mandat et la campagne électorale en faisant de fortes déclarations en faveur d'Israël, plus fortes que son prédécesseur. Il n'y a pas eu de président hostile à Israël. Obama n'était pas très chaleureux dans ses relations avec Netanyahou, mais il a augmenté d'à peu près $1 milliard par an l'aide militaire accordée par les États-Unis à Israël. Donc on ne peut pas dire qu'il était vraiment hostile à Israël. Mais Donald Trump s'est montré encore plus chaleureux. Il avait dit qu'il allait bouger l'ambassade, transférer l'ambassade américaine en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Mais on lui a fait remarquer que ce n'était pas là uniquement un problème israélo-palestinien, mais un problème avec non seulement l'ensemble du monde arabe, mais également avec l'ensemble du monde musulman. Donc il est revenu sur sa décision. Est-ce que, par un ego démesuré, il va décider qu'il peut éventuellement réussir là où tous ses prédécesseurs ont échoué, et se dire que finalement tout le monde jusqu'ici a été incapable d'apporter la paix entre Israéliens et Palestiniens, de Carter à Clinton en passant par Obama, Reagan et Bush, mais que lui étant, selon lui-même, meilleur négociateur que tous ses prédécesseurs réunis, il pourrait y parvenir. Il n'est pas interdit de penser qu'il pourra tenter cela, mais on peut penser que lui aussi se heurtera pour le moment à un refus du gouvernement israélien.